Alors aujourd'hui, je reçois Massab Saoud, qui est un journaliste syrien et réfugié politique en France depuis 2015. Bonjour Massab, merci beaucoup de parler Tu vas nous parler aujourd'hui de la Syrie, de ton métier de journaliste avant la révolution syrienne et puis après, et aussi de ton arrivée en France et voilà, et aussi de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà nous commencer par parler de ton métier de journaliste, de tes débuts en tout cas en tant que journaliste en Syrie? Bonjour Clara, merci beaucoup de me présenter. Je m'appelle Massab Saoud, je suis journaliste syrien, je suis 46 ans. Et comme tu as dit, je suis arrivé en France en 2015. Pour ce métier, les débuts de l'écriture, pour moi, se sont faits par l'intermédiaire de la Union de la jeunesse révolutionnaire. En guillemets, c'est un organisme qui a créé par Parti Al-Bas, qui fait le contrôle en Syrie, en 1961 jusqu'à maintenant. Après, j'ai adoré ce métier, le métier de journaliste. Tout le monde a adoré ça. Parce que c'est un métier qui touchait à tout dans la société et qui transmet la vérité image de la société aussi, la politique, l'économie, la culture, l'art, l'agriculture, tout ça, elle a touché tout ça. Elle vécu les sentiments de jeunesse. J'ai commencé mes tentatives d'écriture avec des magazines populaires qui j'ai principalement continué à lire. Puis, pendant l'étude à l'université de Damas, j'ai commencé à écrire pour des sites web, internet simples autour de la culture et sociale. Au cours de l'étude à l'université, nous avons commencé à développer mes compétences et notre participation jusqu'à trouver, jusqu'à jusqu'à obtenir un contrat CDI à l'agence officielle de la Syrie. Il s'appelle Sana. L'agence officielle, c'est l'agence qui a envoyé toute l'info de la Syrie, de la monde. Elle a envoyé toute l'info de l'enregistrement. Elle s'appelle Sana et je travaille dans Sana dans le domaine politique et le contrat a commencé en 2009 avec Sana. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler de la vie en Syrie avant l'éclatement des printemps arabes et donc de la révolution syrienne en 2011? Ok. En Syrie, il y a une autorité absolue pour le président et son groupe de la présidente. La Syrie, devant la révolution syrienne, compte tout pays contrôlé par une autorité dictatoriale. La majorité des Syriennes vivent dans la pauvreté alors qu'un groupe proche du régime vit dans une grande richesse. La richesse de l'État est volée par la dictature du régime Al-Assad. Nous vivons dans un grand présent. Aussi, le développement de l'État dans les différents domaines culturels, économiques et scientifiques a diminué au cours de 50 années dernières par de contrôle, par le régime Al-Assad.
est parti Al-Baas aussi. En Syrie aussi, il est interdit de parler du pouvoir en Syrie et de sa famille, de la présidente, et la groupe proche de la présidente, et la sécurité intelligente de la Syrie. C'est interdit de parler autour de ça. Aussi, interdit de parler autour de la Premier ministre et le chef de la Parlement. C'est interdit en Syrie. Plus de maintenant, le parti Al-Baas et Al-Assad nommait plus de 60% des membres de Parlement. C'est catastrophe pour la paix. Et pour l'image devant cette image, le président, le dictateur Bachar al-Assad, il a créé un groupe médiatique qui fait un lien avec un groupe international, avec beaucoup d'agences internationales, pour envoyer une image bien que le président et l'équipe de la présidente proche de la peuple syrien. Mais la vérité est complètement différente. Et même les enfants en Syrie le savent, ça. Et toi, en tant que journaliste, tu étais limité aussi dans tes reportages, dans ce que tu écrivais. Tu n'avais pas le droit de parler du régime et de toutes ces choses qui sont interdites. Ce métier était difficile en Syrie. C'est trop difficile, trop dangereux. Vous n'avez pas le droit d'expliquer autour de la présidente, autour de la décision de la présidente. Est-ce que c'est d'accord ou pas d'accord? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est faux ou pas faux? Vous n'avez pas le droit comme journaliste pour chercher c'est quoi où la richesse de l'État, ou la richesse de la Syrie. Tout ça, il a volé par le régime al-Assad. Tout ça, il a volé par la famille de Bachar al-Assad. Et avant le père de Bachar al-Assad. On n'a pas le droit. Si tu touchais un lien rouge en Syrie, de être en prison, comme j'étais. C'est trop compliqué pour la journaliste quand je travaille en Syrie. Et vous avez le droit pour travailler comme l'État il a dit. C'est pas comme tu es l'amitié, comme tu es besoin. Mais c'est l'État qui décide, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous n'avez pas le droit pour toucher ça, vous n'avez pas le droit pour faire ça. En 2011, c'est le début de ce qu'on appelle les printemps arabes et ça va atteindre la Syrie et va éclater la révolution syrienne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as pu effectuer à partir de ce moment-là ton rôle de journaliste, ton métier de journaliste, pour expliquer la révolution syrienne, ce qu'il se passait là-bas? D'abord, le printemps arabe a commencé au Tunis avec Mohamed Bouazizi. Après, il a allé à Égypte et après en Syrie. Mais avant la révolution syrienne, le président Bachar al-Assad, le dictateur, il a fait un entretien avec un journal, il s'appelle le Wall Street Journal des États-Unis. Avant le printemps arabe, avant le printemps de la révolution syrienne. Avant que la révolution syrienne a commencé. Il a dit dans cet entretien qu'il n'y a pas de printemps arabe à Syrie. Et après un mois, la révolution syrienne a commencé. On revient de la mission de journaliste de la révolution syrienne, était et est toujours de faire connaître la vérité au monde, notamment
en ce qui concerne le meurtre d'innocents, d'enfants et des femmes. Au début de la révolution syrienne, nous documents toutes les violations qui se sont arrivées, y compris les bombardements, les distractions, l'emprisonnement et les viols. Et nous corrigeons les informations transmises aux médias par les journalistes citoyens. L'affaire était très dangereuse dès que quelqu'un doutera que vous travaillez contre lui. Vous serez arrêté ou tué. Et ce que s'est passé avec un grand nombre de mes collègues et avec moi aussi. Effectivement, tu as été en prison pendant 6 mois. Tu as été emprisonné par le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que tu acceptes de revenir sur ces 6 mois et sur la raison pour laquelle ils t'ont mis en prison? C'était une période difficile. Je vais essayer de résumer. Quand la révolution syrienne a commencé en 18 mars 2011, il restait à côté la peuple syrien. J'ai dit pour tous les collègues, je dis dans l'agence officielle de la Syrie, on n'a pas le droit pour tuer les peuples syriens. Ils ont le droit pour faire une manifestation contre le régime, contre l'État, pour demander son droit. Et à plus, à cause de mon métier comme journaliste, j'ai créé quelques articles contre le régime en différents sites internet contre le régime de Bachar el-Assad. Après, le sécurité intérieure, il a fait une enquête. Comme je te dis, il y a un contrôle en Syrie. Ils ont connu que moi qui ai écrit ça. Malheureusement, moi, je n'ai pas signé avec mon prénom Massab Saoud. J'ai signé en journaliste libre. Ils ont connu que c'est moi qui ai écrit ça. Après, ils mettaient dans la prison. Alors, pour la prison, une personne normale ne peut pas rester 2 jours en une pièce ou en chambre, sans contrôle. Hein. Elle ne peut pas rester 2 jours dans la même pièce. Et comment tu pensais que je suis journaliste alors, imaginez que je reste dans une pièce qu'il y a une forte lumière sur la tête, éclairée sur la tête pendant 24 heures, dans une pièce 180 cm longueur et 80 cm largeur. C'était même pas une pièce en fait, c'était comme un cercueil. Oui, c'est ça, exactement. Plus, vous n'avez pas le droit pour aller aux toilettes quand tu as besoin. Vous avez juste 2 fois le droit. Et eux va donner 2 fois pour manger. Mais il a donné quoi? Il a donné quelque chose, il n'est pas mangé. Mais on est obligé pour manger un petit peu, pour pas aller tout le temps aux toilettes. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Et plus je suis journaliste, ma mission pour aider les gens, pour transmettre leur douleur, la réalité,
Et quand eux mettaient moi dans la prison, c'est trop difficile. Plus moi, j'ai déplacé entre 3 prisons en Syrie. La prison de sécurité intelligente, après la prison de l'armée, après la prison justice. C'est 3 prisons. Pourquoi? Parce que je parle. Vous n'avez pas le droit pour tuer la manifestation. Pourquoi vous mettez dans la prison? C'est ça. Bah, merci Massab d'être revenu sur cette période très difficile. Mais en même temps, c'est, je pense, important de partager ce témoignage sur ce que tu as, toi, subi en prison par le régime Bachar el-Assad. Et voilà, c'est un témoignage important, mais pas facile. Toujours de toujours le redire, c'est toujours pas facile. Donc merci d'avoir accepté d'en parler. Et suite à ce séjour en prison, tu as dû fuir la Syrie avec ta famille parce que sinon tu risquais en fait la mort. Je vais expliquer une autre chose. Quand j'ai quitté la prison, j'ai payé beaucoup l'argent. Ma famille elle a payé beaucoup l'argent pour que j'ai quitté la prison. C'est la première chose. Après, quand j'ai quitté la prison, il y en a quelqu'un dangereux pour la famille. Il y en a 10 dangereux de la famille. Il y en a beaucoup dangereux pour moi aussi. Il y en a toujours sécurité intelligente qui derrière moi, qu'est-ce que j'ai fait, où je vais aller comme ça. Et pour ça, obligé, j'ai quitté la Syrie, j'ai fui la Syrie. D'abord, je fuis la Syrie seul. J'ai quitté la Syrie seul. J'étais allé au Liban. Après, mon frère il a envoyé un visa de Arabie Saoudite au Liban pour que je suis allé là-bas. Et je suis allé en Arabie Saoudite. Je travaille là-bas dans le journal international. Il s'appelle Al-Hayat. C'est le premier journal de ce temps dans le pays arabe. Il s'appelle Al-Hayat. Et je travaille dans le domaine politique aussi. J'ai fait l'entretien autour de la révolution syrienne, qu'est-ce qui se passe exactement. En même temps, je fais l'entretien dans différentes chaînes qui est là-bas et pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement en Syrie, et j'explique. Après un an, je reviens au Liban et j'ai fait le chemin pour ma famille qui était la Syrie. Ils sont sortis de la Syrie au Liban. On a resté un an ensemble au Liban, 10 mois exactement. Et aussi, c'est dangereux pour moi parce que le milice de Hezbollah au Liban, c'est difficile. Moi, toujours, je suis peur. Oui, tu es Peut-être sur tes gardes, oui, en alerte. oui, toujours, je suis peur. Je connais pas, je n'ai pas dormi bien. C'est le même contrôle en Syrie, c'est le même contrôle au Liban. C'est la même chose. Après, j'ai demandé à l'Union internationale pour les réfugiés qui travaillent à l'Union internationale pour quitter le Liban. Et j'ai fait l'entretien avec le consulat de la France au Liban. Il y a une équipe de le ministère intérieur qui est venu au Liban. Ils ont fait un entretien avec moi. Et après, ils nous disent, on a dit d'accord pour vous pour venir à la France vite. Et après, on a attendu le visa jusqu'à arriver. Mais quand elle est arrivée, le visa, j'étais quitté Liban. J'étais allé avec ma famille. Je suis allé avec ma famille en Arabie Saoudite encore. Parce que j'étais en problème avec le milice de Hezbollah. J'ai obligé de quitter Liban. Mais je suis allé en Arabie Saoudite encore. Le visa, il arrive à la consulat de Liban. Ils m'ont contacté. Et dans cette période, je suis en Arabie Saoudite. J'ai envoyé le mail et j'ai contacté au téléphone. Regarde, c'est difficile pour revenir au Liban. Peut-être Hezbollah mettez en prison. Qu'est-ce que j'ai fait? Elles ont dit non, tu n'as pas besoin. On va transmettre
ton visa en Arabie Saoudite. Ils ont envoyé ça, le visa. Après, on a mis le visa. On a venir en avion directement Charles de Gaulle, de Charles de Gaulle, en aéroport Charles de Gaulle, directement Rennes, directement dans le même jour à Lodiac. Lodiac, c'est un petit village dans le Côte d'Armor. J'adore Lodiac. Hein. C'est un petit village en Côte d'Armor. Je suis arrivé en 10 février 2015 avec ma famille dans un petit appartement de chambre. Mais il n'y a pas de réfugiés avec nous dans le village, sauf nous, réfugiés syriens. Le premier 3 mois, c'est trop difficile. Il n'y a pas de quelqu'un qui dit bonjour. Ils ont peur. C'est qui est venu, qui est ce journaliste. Mais il y a quelques personnes qui on a raconté, ils sont très gentils. De maintenant, je suis en contact avec eux. J'ai envoyé un message, Marie-Christine, Jean-Pierre, Christian. C'est quelques personnes qui ont nous accueilli, qui travaillent dans l'association Croix-Rouge, je crois, qui nous aidait pour savoir comment on a trouvé le lit pour dormir, un petit armoire, comme ça. Mais dans la société, c'est difficile. Parce que 3 mois, il n'y a pas de personne qui nous connaît. Et aussi, l'association qui m'a accueilli, on a vu les personnes, le conseil, pendant 1 mois, 1 fois. Et c'est difficile. Et qu'est-ce ils ont laissé comme ça, c'est difficile. Mais après 3 mois, quand mes enfants ont commencé dans l'école, et nous, on a commencé de contact un petit mot, on ne connaît pas le mot français, pas du tout. On a commencé de dire bonjour, juste bonjour, et moi j'utilise l'anglais quand je suis venu. On a commencé le premier entretien avec le journaliste France, il arrive. On a fait le premier entretien avec le journaliste de France. Il me présente, il y a une famille syrienne, le journaliste syrien qui sont venus ici à Lodiac. Et après, quand le peuple français il a lu l'article, ils ont commencé de contacter avec nous. Ah, c'est journaliste, c'est pas un da'i, c'est pas un djihadiste ici, c'est un journaliste. Ils ont commencé de contacter bien avec nous et nous ouvertes. Nous ouvertes, on a commencé à expliquer en anglais qu'est-ce qui se passe, c'est ça, moi je suis comme ça. Et après, j'ai trouvé un bon vie là-bas. J'ai commencé de faire une corrélation avec la société. Et j'ai commencé de faire le premier conférence autour de la Syrie en anglais. J'ai fait ça dans le collège de Lodiac, le premier conférence autour de la Syrie, plus le journal, le courrier, le télégramme, ils sont venus chez nous pour faire l'entretien et nous expliquer c'est ça. C'est la période, pour moi, c'est très importante parce que j'ai expliqué exactement qu'est-ce qui se passe en Syrie. Plus, c'est le premier village, le premier personne français qui j'ai raconté. Plus, ils sont gentils. Ils sont gentils de maintenant. Ils ont amis maintenant. On est visité le Diac. Je visite le Diac chaque année 2 fois pour dire bonjour à mes amis français. C'est très important pour moi. Plus, je vais envoyer un message aussi pour l'école de mes enfants qui accompagnait mes enfants, Ariad et Lynn. Ils ont travaillé très 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 bien avec mes enfants. Ariad et Lynn, maintenant Ariad bientôt 16 ans.
Elle est bientôt 15 ans. Ariad Eline, il parle correctement le français, zéro faute, à cause au début de l'UDIAC. Parce qu'il y a 2-3 maîtresses qui aident Ariad Eline pour intégrer vite dans la langue française. Et c'est très important pour moi cette période. Et l'UDIAC, comme le français l'a dit, il est très très calme. Et moi je dis aussi, le DIAC il est très très calme et j'adore le DIAC. Et ensuite, après l'UDEAC, tu es parti à Rennes. Mais entre-temps, je voulais te demander quand est-ce que tu avais obtenu le statut de réfugié politique. Tu es du coup passé devant la CNDA, donc la Cour nationale de droit d'asile, qui est à Montreuil, j'imagine. Du coup, tu es allé. Moi, je ne suis pas allé organiser l'OFRA ou l'état d'asile pour faire le document ou faire l'entretien. En fait, l'équipe qui fait l'entretien avec moi en Liban, c'est l'équipe du ministère intérieur. Il a fait toutes les questions. Il a fait l'entretien, 2-3 entretiens dans le même jour avec moi, dans la consulat de la France. Et il a fait tout ça, tous les documents, et moi je parle tout, qu'est-ce qui se passe en Syrie. Après, il dit, tu n'as pas besoin, tu vas venir à la France. Et quand je suis venu ici, mon conseil de l'organisme Qualia qui m'a accompagné, il a fait quelques papiers. Après, il a envoyé le document. Après, je crois, 2 ou 3 mois, j'ai la carte d'identité du statut réfugié. Et je n'ai pas resté beaucoup de temps, moi avec ma famille. Dans ces périodes, je crois j'ai l'avantage parce que je suis seul, c'est une famille seule qui est à l'UDIAC. Il n'y a pas beaucoup de monde de réfugiés. Et plus, en effet, on est passé tout l'entretien au Liban. Et quand je suis... Au consulat de France. Oui, c'est ça. Quand je suis venu ici, tout l'entretien il est passé. Juste il a organisé, il a préparé le document et après ils ont envoyé le carte d'identité et le statut et la décision de l'OFRA, c'est ça, tout ça. D'accord, ok. Et du coup, tu as quitté avec ta famille, tu as quitté l'UDEAC pour venir t'installer ensuite à Rennes, donc capitale bretonne. Oui, en fait, il y a beaucoup de raisons pour déplacer à Rennes. Pour continuer mes études, c'est la première chose. Deuxième chose, pour contacter plus avec les gens français et les médias pour transmettre exactement qu'est-ce qui se passe en Syrie à cause de mon métier, c'est journaliste. Et j'ai déménagé à Rennes à fin 2016. J'ai habité à Kennedy. Je suis habité à Kennedy. Quand je suis venu ici, j'ai commencé aussi de faire le cours de français au CIREF à l'université de Rennes 2. Et en même temps, on a commencé d'organiser la manifestation contre la manifestation pour la Syrie, contre le régime Bachar al-Assad. Et moi, quand je suis venu ici, j'ai rencontré beaucoup de Syriens, beaucoup de réfugiés syriens ici. C'est très important pour moi, pour travailler dans l'équipe. On a travaillé ensemble, on a organisé beaucoup de manifestations. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup de conférences autour de la Syrie, dans tout le Ille-et-Vilaine et le Breton. Moi, j'ai fait à Rostronan conférence autour de la Syrie. À Rennes, j'ai fait beaucoup de conférences autour de la Syrie pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Plus en 2017, je crois, ou 2018, j'ai fait une conférence, j'ai partagé une conférence avec le directeur de maison de journalisme à Paris, avec le chef de directeur de la France 24, avec aussi un journaliste iranien, en conférence à
à la université de journalisme autour. Tours. Autour. Autour. Aussi, j'ai fait un débat à la ville de Cancale autour du film Sama. Pour Sama. Et aussi, à Rennes, j'ai fait le débat autour de la même film ici. Et aussi, j'ai fait avec différentes associations ici, comme 3 maisons de famille, comme ça, les conférences autour de la Syrie. Moi, je suis toujours prêt pour faire les conférences autour de la Syrie, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre le média qui est vu et la vérité. Il y a beaucoup de différences. Et quand j'explique avec le diaporama que j'ai utilisé, avec le vidéo, l'image, je transmets la réalité. Et de maintenant, je suis en contact. J'ai mes sources en Syrie. On a besoin pour transmettre ça. Et justement, en parlant de la Syrie et de ce qui se passe actuellement, parce que c'est vrai que depuis, c'est pas récent, c'est depuis, je pense, quelques années maintenant, dans les médias français, donc dans les médias courants, les grands médias, on ne parle plus vraiment de la Syrie. On ne parle plus vraiment de la Syrie et de ce qui s'y passe. Alors que pourtant, tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement du podcast, on en parlait tous les deux. Et tu me disais que les bombardements continuent, que les civils continuent à se faire tuer, que ça continue, que rien ne s'est arrêté. D'abord, on a besoin pour comprendre une chose importante. La guerre en Syrie, ce n'est pas la guerre civile. La guerre civile entre ethniques et nationale et quelque chose de citoyen. Mais ce n'est pas une guerre citoyenne en Syrie, c'est une guerre entre la révolution syrienne et le dictateur, les régimes et l'équipe de le régime de dictateur. C'est la première chose. Deuxième chose, tout le monde participe dans la guerre de la Syrie. Europe dans la guerre de la Syrie. États-Unis, Russes, Iran, Chinoise, tout le monde, pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar, tout le monde dans la guerre de la Syrie. Est-ce que tout le monde a aidé le peuple syrien? Non. Tout le monde, ils ont aidé une équipe qui a besoin. Mais ils n'ont pas aidé la révolution syrienne. C'est ça le problème en Syrie. Et pour ça, on a maintenant 11 ans de la même situation, de la même guerre. D'autre part, quand le bombardement s'arrête, la révolution, la manifestation va revenir. C'est toujours en Syrie la même chose. Mais maintenant, ce n'est pas juste le bombardement qui est en Syrie. Il y a le milice djihadiste en Syrie. Il y a le Daesh en Syrie. Il y a un Nusra en Syrie. Tout ça contre le peuple syrien. Mais ça, c'est pas le peuple syrien. C'est contre la révolution syrienne. C'est contre le peuple syrien. C'est ça le problème. En médias, si tu regardais le média européen ou le média international, tu trouvais ils ont mélangé, ils ont mixé entre la révolution syrienne et djihadiste et al-Nusra et n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. La vraie, il y a une révolution syrienne contre le dictateur. Aussi, il y a beaucoup de milices qui entraient dans la Syrie à cause de la dictature, à cause de États-Unis, à cause du pays arabe, à cause de l'Europe, à cause de tout le monde qui subventionne une équipe pour entrer en Syrie. Mais ce n'est pas la Syrienne. Eux, ce n'est pas Syrienne. Nous, contre tout ça, on a besoin pour finir les dictatures, on a besoin pour arriver au but de la révolution syrienne. C'est ça. Et maintenant, comme je te dis avant, la semaine dernière, le bombardement de Bachar al-Assad et le Russe, l'avion et le bombardement dans le camping de réfugiés au nord de la Syrie, au sud de la Syrie. Plus de 15 personnes qui sont tuées. Plus de 150 personnes victimes.
Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et pourquoi le monde, ils arrêtent? Ils regardent, mais il fait rien. Si tu fais un équilibré avec l'Ukraine maintenant, tu vas trouver le beaucoup différent. Et la guerre à l'Ukraine, il a commencé parce que vous n'avez pas fini la guerre en Syrie. La même dictateur qui tuait le peuple syrien, c'est la même dictateur qui tuait le peuple ukrainien maintenant. C'est Poutine. C'est la même dictateur. On a besoin pour finir ça. On a besoin pour le pays du monde fait un finir. C'est pour tous, pour cette dictature. C'est ça. Merci beaucoup Massab pour ton témoignage et pour tout ce que tu as pu apprendre sur la Syrie, sur notamment le régime de Bachar el-Assad et puis sur ce qu'il se passe aussi encore actuellement. Malheureusement, ça continue et c'est important de ne pas l'oublier et de le rappeler. Voilà, comme tu le disais, il y a encore une semaine, des civils ont été tués par des bombardements dans des camps de réfugiés au nord et au sud de la Syrie. Donc des bombardements du régime, mais aussi des Russes, donc de Poutine. Donc voilà, donc ça a été très très intéressant ton témoignage. Merci beaucoup. Et de toute façon, je pense qu'on enregistrera d'autres podcasts. Parce que voilà, t'as encore beaucoup de choses à dire, notamment sur la migration, etc. T'as beaucoup de choses à dire. Et donc, on refera d'autres podcasts ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un mot de la fin? À la fin, je veux dire un grand merci pour la France et pour le peuple français qui sont contactés bien avec nous, qui sont accueillir les réfugiés ici. Et moi, j'ai vu ça très important pour moi. Je n'ai pas touché ça en Syrie. J'ai touché ça à la France. Nous sommes venus à cause de la guerre. Et nous sommes venus ici pour vivre avec vous, pour partager avec vous, pour essayer de faire quelque chose de bien. On n'est pas venu ici pour voler l'économie de la France. On n'est pas venu ici pour faire un problème avec le peuple français. On n'est pas venu ici pour faire une chose pas bien. On a essayé de vivre comme vous et pour partager avec vous le mieux pour la France, comme on a essayé de faire le mieux pour la Syrie.